C'est marrant parce que c'est la première question que je pose à mes invités d'interview de podcast que j'ai commencé là très récemment de c'est quoi pour vous la santé sexuelle parce qu'effectivement je pense qu'on en a toutes une définition différente. Je pense que chacun a sa perception de ce que c'est. Pour moi c'est est-ce que tu as l'impression que tu es en train de vivre une sexualité ou une non-sexualité qui te va, qui te correspond et donc ça peut couvrir des champs aussi larges que des choses très médicales genre les IST, la contraception, des choses comme ça, la ménopause, les troubles de l'érection, mais aussi les violences, le consentement. Enfin, pour moi, la santé sexuelle, ça brasse plein de sujets. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant pour mon podcast, c'est que les thèmes sont infinis, les histoires sont infinies et il y a plein de choses à dire dessus. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Dom. Et si parler de sexualité était plus qu'une simple transmission de savoir ? Et si c'était l'opportunité d'ouvrir un espace de parole, de libérer les non-dits, de reconnecter chacun à son corps, à son histoire ? Aujourd'hui, on parle de sexualité partout, mais rarement avec le bon langage. Entre les injonctions de performance, les tabous et les silences, beaucoup restent en marge de cette parole essentielle. Pourtant, certains osent franchir le pas, ouvrir le dialogue, tendre la main. Et dans ce nouvel épisode de Regard de femme, j'accueille Julie Rose, médecin généraliste, enseignante en gynécologie et en communication, engagée dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, notamment auprès des jeunes. Elle est également créatrice du podcast Sex and Roses, un espace où elle aborde sans filtre les enjeux de la santé sexuelle avec une parole libre et bienveillante. Avec elle, on plonge dans les racines de son engagement, dans ses ateliers d'écriture, dans son approche sensible et humaine de la santé sexuelle. On parle de transmission, de vulnérabilité, de la place des hommes dans cette parole intime et de cette nécessité de rompre avec les idées reçues. Julie partage aussi ses réflexions sur l'éducation à la sexualité, sur le besoin d'ouvrir ces sujets dès le plus jeune âge et sur la beauté qui émerge quand la parole se libère. Alors comment redonner à la sexualité sa place dans nos vies, sans peur, sans honte, mais avec conscience ? Bonne écoute. Salut Julie. Salut Luc. Merci de m'accueillir chez toi pour cette interview. Avec plaisir. Et bienvenue dans ce podcast. Comment tu te sens ? Bien. Je suis entre deux phases là, parce que je suis en vacances là. Je pars cet après-midi, donc je suis en train de faire mes valises. Donc il y a un mélange de je mets derrière moi le boulot, etc. Je débranche et l'excitation de partir. Donc c'est un mélange, mais c'est plutôt cool. Bon, je vais te retenir un peu dans ta qualité de boulot avant que tu partes en vacances. Écoute, merci. En joie vraiment d'être chez toi et puis de parler de thématiques qui me semblent importantes aujourd'hui. Et donc voilà. Sinon en fond, je sens qu'il y a une petite tristesse qui est là. Voilà. Je sens cette dichotomie joie-tristesse, mais comme disait un ami par message hier. J'arrive de plus en plus à danser avec ces deux aspects et c'est plutôt chouette.
Et comment tu te présentes, Julie? Qui es-tu? Qui suis-je? Que fais-tu? À chaque fois, je laisse l'opportunité à mon invité de... Non, mais je vais quand même commencer par dire que je suis médecin. Médecin généraliste. J'ai fait mes études à Lille. Je viens du nord de la France. Et je fais mon internat à Bordeaux, en Aquitaine, quoi. Et j'ai fait ma thèse sur la santé sexuelle, sur comment les patients et les patientes aimeraient que leur médecin généraliste aborde la santé sexuelle avec eux. En plus de ça, je réfléchis un petit peu à comment organiser ma réponse. Je tente d'organiser. Je donne des cours aussi à la fac aux étudiants en médecine sur la santé sexuelle, la gynécologie, la communication. Je fais un podcast donc de santé sexuelle qui s'appelle Sex and Roses. On aura l'occasion d'en reparler. Et j'écris beaucoup aussi des nouvelles, du slam. Je participe à des ateliers d'écriture toutes les semaines. Donc en gros, voilà. Et sinon, j'habite à Bayonne, merveilleux quartier Saint-Esprit. Et je suis très bien ici. On est plutôt bien. On est plutôt bien. La vie est douce. Merci. Et c'est vrai que en me penchant sur un peu plus sur ton podcast et ton parcours, c'est bizarre, c'est un terme que j'avais pas forcément utilisé, c'est santé sexuelle. T'entends quoi par santé sexuelle? C'est marrant parce que c'est la première question que je pose à mes invités d'interview de podcast, que j'ai commencé là très récemment, de c'est quoi pour vous la santé sexuelle, parce qu'effectivement, je pense qu'on en a toute une définition différente. Il y a l'OMS qui a fait une définition que je vais pas te dire par cœur, mais peu importe finalement, parce que c'est aussi toi, je pense chacun a sa perception de ce que c'est. Pour moi, c'est est-ce que tu as l'impression que tu es en train de vivre une sexualité ou une non-sexualité, enfin qui te va, qui te correspond, et donc ça peut couvrir des champs aussi larges que des choses très médicales, genre les IST, la contraception, je sais pas, des choses comme ça, la ménopause, les troubles de l'érection, mais aussi les violences, le consentement. Enfin, pour moi, la santé sexuelle, ça brasse plein de sujets, donc c'est ça aussi que je trouve intéressant pour mon podcast, c'est que les thèmes sont infinis, les histoires sont infinies, et il y a plein de choses à dire dessus. Et merci. Et je suis toujours curieux des parcours. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu t'es orienté vers cette spécialité, si on peut dire, en tout cas. Ouais, après, moi, je reste médecin généraliste, et dans mes consultations, je vois de tout, quoi. Enfin, je fais de la pédiatrie, de la gériatrie, de la médecine générale, du tout venant. Et moi, ce qui m'intéresse, je suis pas sexologue. J'ai pas fait, parce que normalement, c'est un DIU de sexologie en 3 ans, etc. Ça, je l'ai pas fait parce que c'était pas tant ça qui m'intéressait, d'aller un peu enfin, pas au bout de la chaîne, mais pour dire que le problème a été identifié, on a été orienté par un médecin généraliste, un sexologue. Moi, j'aime bien être là pour identifier ou pour pointer du doigt ou pour aider les gens à prendre conscience de leurs problématiques. Et après, moi, j'adresse, si besoin, un sexothérapeute ou autre. Voilà. Attends, je remets le fil de ta question de comment j'en suis arrivée là. Après, c'était quoi cet intérêt pour cette thématique, en fait? En vrai, le thèse, après on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais vraiment mon sujet de thèse, il m'a été proposé. C'est pas toi qui l'as choisi? Non, c'est pas moi qui l'ai choisi. Il m'a été proposé, et moi j'ai fait... Est-ce que tu peux nous redire le nom, parce que je le trouve super intéressant? Oui, c'est comment... Enfin, le nom est un peu plus relou, le vrai nom. Les noms de thèse, c'est toujours... Mais en gros, c'est comment les patients, les patientes aimeraient que leur médecin généraliste aborde la santé sexuelle avec eux. C'est genre frein, levier à l'abord de la santé sexuelle en médecine générale, un truc comme ça. Et c'est est-ce qu'ils seraient OK pour que ce soit abordé? Si oui, comment? À quel moment? Enfin, c'était ça le sujet de ma thèse. Et ma co-thésarde, parce que du coup il y avait une autre thèse en parallèle, elle interrogeait les médecins sur eux, leur point de vue sur ça, sur comment comment on fait pour aborder ça en consultation, etc. Donc Christelle, ma co-thésarde, en plus c'était super parce qu'on s'entendait très bien, c'était très chouette. Donc je l'ai un peu vu comme un tour du ciel finalement, ce sujet de thèse. Et ouais, ça m'a ouvert les yeux, je pense, sur la vision qu'avaient les gens du fait que c'est OK d'aller consulter un médecin généraliste, je sais pas, quand t'es enrhumé. Et en vrai, c'est OK, y a pas de souci. Mais c'est pas OK d'aller consulter juste pour un problème d'ordre sexuel,
parce que ça nécessite pas une consultation en soi. Enfin, c'était un petit peu la vision qu'en avaient certaines personnes de ces sujets de santé sexuelle, c'est plutôt un motif de fin de consultation, genre je viens pour plusieurs trucs vraiment médico-médical, tu vois, et à la fin de la consultation, vraiment ce qu'on appelle le motif de poignée de porte. Ouais, exactement. Le motif de poignée de porte de au fait, et tu te dis mais enfin il faut réhabiliter et remettre de la valeur à ces sujets-là parce que c'est trop important, quoi. Donc ouais, il y a eu un mélange de ça, de ma thèse. Il y a eu un mélange aussi, je pense que moi je suis aussi bénévole au planning familial, donc tous ces sujets-là aussi ça me touche et ça m'intéresse vachement. Il y a aussi moi j'ai clairement manqué d'éducation à la santé sexuelle quand moi j'étais oui, enfant, ado, début d'adulte, enfin pour plein de raisons. Je pense que moi mes parents l'ayant pas reçu eux-mêmes, c'était compliqué pour eux de transmettre quelque chose que eux-mêmes n'avaient pas forcément reçu. Donc là-dessus je leur en veux pas du tout, hein. Et après moi j'étais en collège, lycée catho. On avait eu des interventions sur la santé sexuelle, mais j'avais l'impression que c'était un peu plus pour nous dire d'attendre que pour vraiment nous expliquer les trucs. Donc du coup je pense que il y avait un mélange aussi un peu de frustration, il y a plein de trucs que j'ai pas eu. Et même au cours des études de médecine, j'en parle aussi un peu dans le podcast, finalement la sexologie, on en parle plus de temps en temps en termes de vraiment de problématiques, de pathologies, et c'est normal, hein, en médecine le but c'est de soigner les pathologies, que vraiment en termes de les thèmes du plaisir, du consentement, du désir, etc. Tu vois, typiquement le clitoris, en fait il est pas étudié parce que il y a pas de cancer du clitoris, il y a pas de c'est un organe fantastique où il peut pas lui arriver grand chose, donc finalement on l'étudie pas, quoi. Et du coup tout ça en fait ça m'a un peu agacée. Et j'avais réfléchi de comment je peux faire. J'étais pas sûre de faire un podcast au début, je pensais peut-être faire un livre, et puis j'ai eu l'opportunité via une amie qui faisait déjà des chroniques littéraires à Radio Cultura de rencontrer Radio Cultura et qu'ils étaient OK pour des chroniques sexo, et ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Et sur ta thèse, je suis curieux, du coup t'es allé à la rencontre des patients. Ouais. Et c'était quoi leur retour un peu sur, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, touché? Ouais, oui, il y a eu plein de choses. Ce qui m'a étonnée, oui, ils avaient une vision, et ce que j'entends, hein, du médecin qui est quelqu'un d'occupé, qu'on ne dérange pas pour rien, etc. Du coup, le déranger pour un motif, autour de la sexualité, ce qui est vraiment pas si grave que ça. Voilà, exactement, c'est pas si grave que ça. Mais par contre, c'est OK de le déranger. Voilà, encore une fois, si on a un rhume ou un truc comme ça, c'était ça qui me perturbait un petit peu. Le côté aussi où il pensait que le médecin ça allait pas forcément l'intéresser. Donc il allait pas forcément avoir la réponse, ce qui est pas complètement faux, ça peut, mais le but, notre métier, c'est pas d'avoir la réponse à tout, c'est d'orienter vers un spécialiste. Exactement. Reconvoquer, orienter, donc le côté, oui, peut-être un peu d'ego aussi à me dire comment ça, vous pensez que ça ne vous intéresse pas ou qu'on saura pas faire. Bon, je l'aurais jamais dit ça, mais il y a une petite voix en moi qui disait, attendez. Et du coup, peut-être de réhabiliter ça, le rôle du médecin et des professionnels de santé en général, c'est aussi d'accueillir cette parole-là et après déjà d'écouter. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point en tant que professionnel de santé, juste le fait d'écouter, c'est déjà énorme, et ça aide déjà vachement le patient. Et oui, après on reconvoque, on oriente. Moi, c'est ce que je dis aux étudiants en médecine en permanence. Nous, on est conditionnés à devoir à penser qu'on va tout résoudre tout de suite. Mais c'est OK de pas résoudre tout de suite. Enfin, la personne, si elle a des troubles du désir depuis X années, c'est pas en 15 minutes de consultation qu'on va résoudre le truc, quoi. Donc oui, qu'est-ce que j'ai appris d'autre dans ma thèse? J'ai appris pas mal de trucs quand même. Oui, et aussi la vision que certains ont de leur médecin généraliste, ou pour certains c'est leur médecin de famille qui connaissent depuis qu'ils sont bébés, qui soignent toute la famille, etc. Ouais, donc du coup d'aller partir sur l'intime, c'est compliqué. Ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Je réfléchis. Il y avait d'autres choses mais ouais, ça m'avait vraiment un peu bousculé, et j'avais envie de dire mais non, on va changer ces clichés-là. Donc il y avait de ça aussi, quoi. Et du coup t'essayes aujourd'hui justement de faire changer ces clichés à travers ce podcast Sex and Roses, et ouais,
tu parlais que t'aimes beaucoup écrire. J'ai cru comprendre que tu utilisais cette compétence, en tout cas cette appétence pour l'écriture dans le podcast. Ouais. Comment t'en es venu à utiliser ce média? Est-ce que c'est le fait justement d'être en contact avec une radio qui a découlé assez naturellement sur un podcast, ou à un moment tu t'es dit ça peut être chouette plutôt comme qu'un bouquin par exemple, tu disais tout à l'heure. Ouais, déjà, moi je suis une grande consommatrice de podcasts, du coup puis c'est vrai que c'est le média quand même du moment, donc voilà, j'ai l'opportunité avec Radio Cultura. Après je cherchais un angle de comment faire, parce que je voulais pas du tout que ce soit un truc vertical, genre je suis médecin, je vais vous expliquer la vie en santé sexuelle. Je voulais que ce soit vraiment que les gens se sentent à la même hauteur que moi, et moi justement pas mettre sur un piédestal, et de dire aussi dans mon podcast, là en fait j'en savais rien, là je me suis sentie bête, là j'ai fait n'importe quoi, enfin que les gens voient aussi un peu le dessous de en fait on est conditionné aussi à voir les médecins comme peut-être genre blouse blanche, neutralité complète, etc., alors que en vrai figure-toi qu'on est des êtres humains. Ouais. Ça serait un autre débat, mais c'est vrai que je pense que dans les rapports aux médecins généralistes, on a enlevé beaucoup d'humanité dans maintenant ces consultations qui sont ultra courtes, et faut que ça enchaîne, et alors que j'ai cru comprendre, en tout cas j'ai pas ce souvenir là, mais j'ai cru comprendre que il y a plusieurs années, il y avait quand même un aspect très humain dans la consultation qui s'est un peu perdu. Ouais. Donc est-ce que j'entends que tu retrouves aussi à travers le podcast l'humanité en fait? Après oui, je pense que ça dépend des médecins, mais c'est vrai qu'au début je m'étais aussi un peu auto-censurée à me dire attention, parce que toi si tu te dévoiles aussi dans ton podcast, tu te montres vulnérable, et bon c'est ça qui est très beau aussi, mais potentiellement tes patients écoutent le podcast, et ce serait comment de t'imaginer tes patients écouter le podcast, etc. Et en fait, après avoir beaucoup processé ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je me suis dit oui, en fait ils vont voir que je suis vulnérable, ils vont voir que des fois il se passe beaucoup de choses dans ma tête, et ça enlève rien, je pense, à la qualité de relation qu'on peut avoir, au respect mutuel qu'on a, enfin c'est OK quoi. Mais il m'a fallu un petit peu de temps au début. C'est Sex and Roses, c'est parce que mon nom de famille c'est Rose. Du coup maintenant voilà, je dis que c'est Julie Rose qui fait le podcast, etc. Au début je vais dire c'est juste Julie. Je me prenais en photo un petit peu de dos sur le côté, pour faire de la pub pour le podcast. C'était semi-assumé quoi. Ouais. Voire pas trop, enfin c'était je suis là, mais faites pas trop attention à moi. Et là maintenant c'est bon, j'ai décidé que c'était OK, et que les gens, enfin franchement j'ai pas eu de retour négatif de la part de patients, au contraire, et les gens qui seraient gênés avec ça, ça leur appartient, c'est pas j'ai pas à me réfréner, en tout cas je pense pour Je trouve ça toujours étonnant, mais j'entends totalement ce que tu dis, et je trouve qu'on peut l'observer à travers plein de sphères et de niveaux de notre vie. Quand on pense que ça pourrait être, c'est toujours une histoire de vulnérabilité finalement. Quand on pense que ça pourrait être peut-être pas bien forcément, alors que je trouve ça ramène justement quelque chose d'humain, et peut-être même encore plus de confiance peut-être vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes patients. J'imagine en fait, c'est comme ça que je le ressens en fait. Ouais, complètement. Je pense que aussi en études de médecine, et après c'est normal aussi qu'on soit un peu conditionné à avoir une neutralité. Enfin, je veux dire, on reçoit tous les jours de la souffrance, de la douleur, etc. Il faut être en empathie, mais il faut aussi savoir garder de la distance, sinon tu te fais noyer. Voilà, sinon on se fait voilà, je cherche le mot, mais compressé, enfin écrasé, et puis voilà. Donc c'est important de garder ça. Mais moi ça m'est déjà arrivé peu de fois, mais ça m'est déjà arrivé de pleurer en consultation, mais parce que c'était beau. Enfin vraiment, les gens qui reviennent d'hyper loin, et de les voir, et en fait d'avoir une larme qui coule, et de dire au patient ou à la patiente, ça me touche vachement votre histoire, et de pas me dire vas-y cache ta larme, montre pas. Je me permettrai jamais de pleurer dans des cas où vraiment c'est triste et c'est lourd, parce que bien sûr là il faut garder enfin tu vois, là c'est impossible, c'est mort. Je sais, après que la porte est fermée, là tu peux t'autoriser, mais mais quand c'est beau, je trouve c'est chouette de pouvoir se l'autoriser quoi. Comment tu le pitches ton podcast? C'est pour le présenter en quelques secondes à quelqu'un qui voudrait l'écouter. Alors ces épisodes de 10 minutes à peu près,
où je raconte une consultation, donc un cas précis d'un patient. Donc il y a des filles, des garçons, il y a des âges variés. Donc tout est anonymisé et romancé, je le précise, évidemment, c'est important. C'est ce qui permet aussi une confiance, je trouve, j'imagine, avec les patients. Bien sûr. C'est-à-dire que je prends des bouts de constatation ou des bouts même de ma vie perso, des choses où j'ai trouvé que c'était beau, il y avait de la vulnérabilité, il y avait des choses à en faire. Et de là, je tisse une histoire. Et oui, pour prendre un exemple, c'est par exemple une patiente que j'avais suivie pendant plusieurs années. Et je sais plus pourquoi, au bout d'un moment, on finit, à la cinquantaine, on finit par parler de sa ménopause, etc. Et elle finit par me dire que ouais, elle a des fuites urinaires, mais tout le temps, depuis plusieurs années, et que ouais, ça lui pourrit la vie, mais que ouais, elle s'est suradaptée à la situation. Du coup, elle met des protections, elle s'empêche de mettre tel vêtement, elle fait plus telle activité, elle a organisé sa vie autour de ça, quoi. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, on se voit hyper souvent, à aucun moment. Elle m'en a parlé, à aucun moment elle s'est dit que c'était une bonne idée de m'en parler. Du coup, plein de questions aussi où je me dis, mais est-ce qu'elle s'est dit que je savais pas quoi faire, que c'était trop honteux pour en parler? Moi, je m'en voulais de pas avoir posé la question avant. Enfin, du coup, c'est plutôt ces questionnements-là de choses qui sortent en constatation où ça me met vachement ça me pose des questions sur ma pratique, mais alors le but c'est pas de critiquer la pratique, mais c'est de questionner le pourquoi ces sujets-là sortent à ce moment-là. Ou donc ça peut être ça, mais ça peut être oui, un ado, ça j'avais beaucoup aimé aussi cette constatation-là, qui avait clairement été envoyée par ses parents, parce que tu sais, entre vers 15-18 ans, il y a une constatation d'adolescente autour de la santé sexuelle. C'est gratuit, c'est proposé par la Sécu. Je savais pas. Donc c'est trop chouette. Donc j'en parle régulièrement aux ados en disant n'hésitez pas à venir que pour ça, sans les parents, il y a le secret médical, etc. Et on en parle, quoi. Et souvent c'est des constatations hyper chouettes, quoi. Et bon, et souvent les ados viennent, mais pas forcément avec un entrain incroyable, quoi. Souvent c'est un peu en mode bon, on m'a dit de venir, et le but c'est qu'ils en ressortent en mode je suis contente d'être venue parce que bon, il s'est passé des trucs, que c'était chouette. Et lui clairement il était venu, ça se voyait sur sa tête. Si ça pouvait durer moins de 2 minutes, ça l'arrangeait, quoi. Ouais. Et c'est comment la constatation s'est transformée en il était au fond de son siège, les bras croisés, je m'intéresse un peu à ce qu'il vient d'être dit, je décroise les bras, je me redresse sur mon siège, je me penche en avant, et comment on arrive à attirer, tu vois, j'ai un clito kit, je sais pas si t'as entendu cet épisode, dans mon tiroir de bureau avec voilà, où ça explique bien l'insertion du clitoris sur la vulve, et je trouve que c'est vachement bien à expliquer notamment aux ados, filles ou garçons, mais moi je l'ai déjà sorti même à des mecs de 50, 60 ans, et c'est toujours il se passe toujours des choses quand les gens se saisissent de l'objet, regardent, observent, ouais, et et du coup ça pareil, je voulais le partager en me disant peut-être ça donnera des idées peut-être à d'autres collègues de le commander ou pas, ou à des patients de se dire tiens, ça existe, ça pourrait être intéressant. C'est des exemples. Je t'ai pas du tout résumé, je t'ai donné plein d'exemples, mais je t'ai pas résumé. C'était l'idée, c'était un speech, mais bon, écoute. Il y a un truc que tu dis dans la présentation, tu dis c'est comme si en fait avec vous dans cet épisode je parle avec ton ami Caro. Oui. C'est ça. C'est parti de là aussi. Oui, on va chercher un moyen de moi j'avais envie que les gens ils soient presque à côté de moi en consultation. Tu parlais à tes potes. Voilà, ou alors comme si le soir on me venait me dire je t'ai pas dit, parce que oui, des fois entre médecins ça nous arrive voilà, de manière anonyme, mais de nous raconter des bouts de ce qu'on a vécu dans la journée. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant de tourner comme ça, ouais, comme ça me permet de tutoyer la personne, enfin je trouve que ça fait un rapport plus direct dans le podcast, et de pas me limiter si je veux dire des putains, des machins, enfin tu vois, c'est écrit, mais ça reste écrit pour l'oral, quoi. Donc ouais, j'entends une proximité avec l'auditeur, quoi. C'est ça. Et t'as parlé des ados. C'est vrai que je t'avoue que j'ai surtout écouté les épisodes où c'est les hommes qui parlent où tu parles des histoires des hommes et de leur sexualité. Et c'est vrai qu'il y a notamment celle d'ados de 16-18 ans ou de jeunes adultes. Ouais, c'est quoi les questionnements, même si moi il y en a dans ce que j'ai écouté, clairement il y a des choses qui ont résonné. Mais comment t'accueilles ces jeunes ados qui se questionnent et qui sont coincés aussi dans des schémas, quoi. Il y en a qui viennent avec une question. Donc c'est trop bien.
je sais pas, il y en a qui viennent avec un complexe, il y en avait un qui était venu, il avait l'impression d'avoir un peu de poitrine, enfin, tu vois, une gynécomastie, ça le complexait vachement, et du coup, on a beaucoup parlé, ou il y en a qui viennent avec, éjaculation précoce, enfin, avec des choses vraiment précises à discuter, donc ça c'est chouette. Et il y en a aussi qui viennent pas pour ça, et moi c'est ce que je préfère. Comme tu disais. Ouais. C'est comment on fait pour amener le sujet sans que ça fasse lourdingue. Le mec vient parce qu'il a mal au genou et bim. Enfin, c'est toujours amener le but c'est pas de prendre la personne en otage non plus, tu vois, c'est ce que je dis. Tu vas le dire. Tu vas écouter mon speech sur la sexualité. Mais je me dis qu'en fait, si je leur tends pas des perches et que je leur dis pas 2-3 messages maintenant, bah, potentiellement, ils vont plus reconsulter avant un moment parce qu'ils vont être en bonne santé, et tant mieux pour eux, c'est chouette, hein. Mais je me dis que c'est peut-être mon rôle aussi et puis, en fait, ce qui me plaît, c'est qu'ils m'identifient moi comme, personne ressource. Si jamais un jour ils ont besoin de questions sur ces sujets, qui savent qu'ils peuvent venir me voir, c'est ok, quoi. Donc j'ai pas répondu à ta question aussi. Ouais, je suis curieux des ados aujourd'hui, de ils arrivent avec quel questionnement ou quelle problématique. T'en parles bien sûr à l'éjaculation précoce, le rapport au porno. Oui, c'est vrai que le rapport au porno, c'est un vrai sujet. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plus souvent des filles qui viennent me voir avec des questions précises. Je me souviens d'une fille qui était venue me voir, et j'avais trouvé ça fantastique. Elle avait 17 ans, je crois, en me disant j'ai eu mes premiers rapports sexuels, c'est nul. Et c'est ça son motif de consultation. C'est en mode expliquez-moi, parce que vraiment on m'avait vendu un truc incroyable, c'est nul. Et je vais trouver ça fantastique, quoi. Et enfin, je me suis dit mais quel courage. Et je lui avais dit mais tu vas gagner tellement d'années à faire ce que tu es en train de faire, c'est génial. Et les mecs, c'est plutôt les questionner sur leur rapport au porno. Alors à la fois c'est pour dépister des addictions au porno, et sinon c'est t'en rencontres beaucoup je pense que j'en dépiste pas autant qu'il y en a. Mais oui, il y en a. Et il y a des centres, par ici, c'est dans les mêmes centres d'addicto que les addictions aux substances, et aussi aux jeux d'argent, etc. Et sinon, c'est de questionner un peu le porno, qu'est-ce que eux ils en pensent, parce qu'en fait, moi, ce qui me pose question, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui regardent du porno pendant plusieurs années avant d'avoir leur premier rapport sexuel. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de bien processer ce qu'ils voient, en se disant, ok, j'ai bien appris ma leçon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, qu'est-ce qui arrive au premier rapport, tu vois. Et donc, c'est un petit peu de discuter de ça avec eux, et de dire, moi, je vois le porno un peu comme je vois la télé-réalité, en mode, ça existe. Le but, c'est pas de complètement le diaboliser, c'est là. Ça peut être distrayant, mais c'est pas la vraie vie, quoi. C'est d'avoir un peu ce recul là-dessus, quoi. Et de les questionner, que ça vienne d'eux, de dire, et du coup, qu'est-ce que t'en penses des images que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Et que de eux-mêmes, ils me verbalisent. Ouais, pour les filles, c'est pas très cool. Et de dire, ouais, qu'est-ce que tu veux dire dans c'est pas très cool? Et d'essayer de leur faire dire les mots ça peut être dégradant, humiliant, violent, enfin, de juste les faire conscientiser ça, après de pas les faire culpabiliser, mais juste qu'ils sachent un peu mettre des mots sur ce qu'ils regardent, quoi. Ouais, déjà leur donner la parole, et après les inviter à conscientiser ou à prendre du recul, mais oui, clairement, moi, je sais que je suis passé par là, tu vois. C'est vrai que dans un des épisodes où tu parles de cet ado qui consomme 5, 6, 7, 8 fois par jour, et et que généralement les premières images, elles arrivent à 11 ans. Je trouve ça waouh. Même si finalement, si je me rapporte à mon histoire, je pense que je suis tombé là-dedans, moi, peut-être à 12-13 ans, où les potes avaient ramené ça au collège, quoi. Et ça me parle beaucoup, ce que tu dis de voir sur papier ou sur vidéo avant de passer à un acte, et en fait qui est pas du tout la sexualité. Ouais. Et de cette pression, de l'injonction à je sais plus comment il s'appelle, ce jeune homme, je sais plus si c'est Maxime ou Adrien, je me souviens plus. Je sais plus si t'en souviens de tes épisodes. Moi, je me souviens plus, comme j'invente les prénoms, mais de ce premier rapport qu'il a, et au bout de 10 secondes, il éjacule, et en mode, je suis nul, c'est fini, et je rentre chez moi, et la meuf, elle va pas me kiffer, j'ai pas assuré, quoi. Ouais. Et
Et moi, je sais que je suis passé par là, et ça a été très compliqué pendant des années, en fait. Je trouvais des des compensations, on va dire. Ça me rappelle l'ado aussi qui te pose s'il y a une pilule, justement, pour pas éjaculer précocement. Et moi, j'ai trouvé l'alcool pour avoir moins de soucis de ce côté-là, quoi. Mais j'en ai jamais parlé pendant des années et des années, quoi. Et en tout cas, je trouve ça chouette si on met de la lumière là-dessus et on offre un espace de parole pour en parler, parce que j'imagine que ça doit faire du bien aux ados. C'est qu'effectivement, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, plus t'en consommes, potentiellement aussi, oui, plus tu peux avoir des éjaculations précoces. Enfin, c'est comment je ramène de la lenteur, là, dans le processus, dans un monde aussi où tout va hyper vite et où, la lenteur, c'est pas ce qu'il y a de plus à la mode. En tout cas, à l'adolescence, c'est compliqué, moi, de leur faire comprendre ça, de leur dire, en fait, vous avez besoin de stimuli de plus en plus importants, pour avoir, l'excitation le shoot d'hormones dont vous avez besoin. Et en fait, c'est sans fin. Donc, c'est d'essayer de dire stop, quoi. Mais je ralentis, pas stop complètement, mais en tout cas, j'essaye de prendre conscience et je décrois un peu ma consommation. C'est dur, hein, c'est difficile. Et de toute façon, oui, ça dessert tout le monde, parce qu'effectivement, chez les hommes, comme t'as dit, il y a cette pression de la performance, je dois arriver au premier rapport, je dois vendre dur, longtemps, tenir longtemps. Allez. En plus, mon sexe par rapport au sexe que j'ai pu voir dans le porno, il est tout petit, rien ne va. Et voilà, donc le mec arrive comme ça avec cette pression. Et la fille, elle, ça peut dépendre des moments, mais je parle pour la première fois. Il y a aussi pas mal de filles qui arrivent à leur première fois sans forcément trop se connaître elles-mêmes. Du coup, ça fait tout ça rend tout plus difficile, quoi. La question qui me vient, à partir de quel âge il est bon de parler de santé sexuelle? Tu vois, je me questionne, parce que je sais qu'il y a des débats dans certaines sphères où des fois pourquoi aller parler si tôt aux enfants même de santé sexuelle, et en même temps, quand je vois que effectivement le porno commence à 11-12 ans, à quel moment on commence à sensibiliser sur ces thématiques, quoi. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, mais c'est parce que dans le sens sexuel, il y a sexuel, donc ça fait peur, mais souvent c'est plutôt vie affective et relationnelle, en fait, dont on parle. Et ça, la vie affective et relationnelle, on peut en parler dès la maternelle, quoi. Enfin, moi, je sais que en tout cas en consultation, mes patients en pédiatrie, tu sais, dès qu'un enfant fait de la fièvre, il faut l'examiner tout nu, tu vois, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éruption, des petits boutons, des choses comme ça. Et moi, j'estime que dès que l'enfant est en âge de prendre 2-3 ans, je lui dis, j'ai besoin de t'examiner tout nu pour voir si t'as pas des petits boutons. C'est ok pour toi. Souvent les enfants sont ok, et s'ils sont pas ok, j'explique un petit peu, il y a papa et maman qui est là, je regarde doucement, si tu veux. Enfin, j'estime que c'est pas en mode allez. Tu vois, l'enfant aussi doit avoir la conscience de son intégrité, de son corps, de ce que c'est le consentement, etc. Et ouais, je trouve que c'est important dès le plus jeune âge de pas dire en fait t'as rien à dire, tu te mets toute nue sur la table d'examen, et basta, quoi. C'est le docteur, il a la toute puissance, machin. Et souvent je dis aux enfants, tu vois, là moi je peux parce que tu vois, je dois regarder, je sais pas, les testicules chez les enfants qui ont mal au ventre, je leur demande avant et je dis, tu vois, là c'est ok que je regarde parce que tu m'as dit que t'étais ok et que ton papa est à côté. Juste je glisse ça mine de rien, mais je me dis comme ça, il a entendu de quelqu'un que pourquoi, quel cadre est ok, quel cadre est pas ok. Donc moi, j'ai une fille de 6 ans, j'ai déjà parlé plein de fois avec elle de sujets notamment sur le consentement, mais tu vois, elle est au courant quand j'ai mes règles, et parce que elle voit bien qu'il se passe quelque chose, elle voit que je bidouille dans les toilettes, que je prends une serviette, machin. Je trouve que c'est un peu bête de dire tu verras quand tu seras plus grande, ce grand mystère de l'espace des trucs, mais on sait pas. Et avec des mots simples, on peut dire des choses aux enfants, et c'est ni effrayant, ni ça fait partie de la vie. Je pense qu'il faut juste le vocabulaire adapté, et surtout en fait partir de l'enfant, de si un enfant demande je sais pas comment on fait les bébés typiquement, pas se lancer directement dans un je me suis connecté à la pub à l'époque, comment on fait les bébés, papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Ah oui.
C'est vrai. Certains auront la ref. Ouais, certains. Donc, on peut faire comme ça je change de sujet. Mais en fait, ce qui est important, ça c'est la théorie, moi je l'applique pas toujours, mais c'est du coup déjà de valoriser l'enfant, à dire c'est super que tu me poses la question. C'est juste déjà de mettre de l'importance dans ce que l'enfant demande. Qu'est-ce que toi tu sais là-dessus, de partir un peu de ce que lui il sait, et qu'est-ce que tu aurais envie un petit peu de savoir, et de voir un petit peu jusqu'où on peut aller en fonction de l'âge de l'enfant. Mais déjà juste valoriser l'enfant pour que l'enfant se dise pas j'arrête de poser mes questions, voilà, pour sa curiosité, de voir de où il part et voir un peu jusqu'où on peut aller. Mais oui, pour moi on peut parler vie affective et relationnelle dès le plus jeune âge, quoi. Parce que pour moi la clé, c'est que je pense que c'est ta conscience de ton intégrité et de l'intégrité des autres, et donc de la notion de consentement. Déjà la vie est plus douce pour toi, pour tout le monde, quoi. Carrément. Et toi qui interviens à la fac, aussi dans un planning familial, qu'est-ce que tu peux compléter sur un peu peut-être les questionnements, les problématiques rencontrées par je sais pas pourquoi je suis vraiment connecté aux jeunes. C'est sur les ados. Mais je pense que c'est en tout cas c'est là où on peut changer les choses aujourd'hui. J'ai pas envie de dire que les anciennes générations c'est foutu et c'est fini, tu vois. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Non. Non, mais quand j'entends des hommes de 40-50 ans qui viennent se questionner malgré tout ce qu'on a, malgré les conditionnements finalement, c'est chouette. Et je me dis que là où moi, à travers cette expérience de podcast aussi, il y a les places de père en fait qui me semblent importantes aujourd'hui. Donc je suis pas père, mais j'imagine que je me mettrai dans cette position de tiens, comment j'aborde ça aussi avec mes enfants, quoi, par exemple. Alors pour les cours pour les cours à la fac, souvent ce qui ressort des étudiants qui ont 26, 27, 28 ans, c'est des vieux étudiants entre guillemets, quand les études sont un peu longues, c'est plus leur peur d'être intrusif, que ça vienne un peu comme un cheveu dans la soupe, leurs questions sur la sexualité des patients. Et c'est un peu mon boulot finalement, c'est de leur apprendre à comment vaincre ces préjugés là, et de se dire qu'en fait non, on n'est pas intrusif, on fait notre boulot. À partir du moment où les questions sont bien amenées, c'est ok de les poser, et après le patient est libre de s'en saisir ou de pas s'en saisir. Typiquement moi, à chaque nouveau patient, je pose la question en fin d'interrogatoire entre guillemets, tu sais, les antécédents perso, familiaux, blablabla, et à la fin je demande si il a vécu dans sa vie des situations qui se seraient apparentées à de la violence. C'est assez large, et la personne s'en saisit pas, et bon, souvent ça c'est toujours des réponses, c'est toujours des très bons moments. Et si la personne me dit non, je rappelle ce que c'est la violence, que ça peut prendre différentes formes, physique, sexuelle, administrative, verbale, psychologique, blabla, et que si besoin il peut venir m'en parler pour ça, quoi. Et j'ai déjà eu des réponses aussi là-dessus d'hommes qui avaient vécu des violences, et aussi d'hommes qui avaient été violents, qui ont dit moi j'ai déjà été violent, et j'avais trouvé ça hyper fort de le poser, tu vois, de le mettre là. Et donc bref, de se responsabiliser. De se responsabiliser vis-à-vis de ça. J'avais trouvé ça j'avais été assez bluffée, même j'avais essayé de rester pour le coup de marbre, genre tout est complètement normal, mais j'avais trouvé ça courageux, quoi. Et aussi des fois des hommes qui se confient sur de la violence. Moi mon but c'est pas d'avoir les détails de la violence qu'ils ont pu subir, c'est juste de savoir comment ils sont maintenant par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont pu avoir une psychothérapie ou pas, est-ce qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, mais bon, au moins ça ouvre un espace. Après, je me sais de me souvenir de ta question, c'est les problématiques que les gens m'amènent. Ouais, quand je parlais de la fac, ou planning familial. Au planning familial, c'est donc pour le coup c'est plutôt des ados ou des jeunes adultes, et du coup le planning familial, on vient aussi parler des questions des stéréotypes de genre, etc. Donc c'est aussi un peu la prise de conscience des fois de qu'est-ce qui est de l'ordre de la discrimination, qu'est-ce qui est de l'ordre des privilèges, etc. Et typiquement il y a un exercice, parce que du coup on les met en mouvement, parce que si on les laisse assis en amphi pendant plusieurs heures, c'est chiant pour tout le monde, y compris pour nous. Et du coup il y a plein de petits ateliers, et un des ateliers c'est c'est un groupe genre de 10 qu'on aligne, ils sont alignés, et s'ils sont concernés ou pas par la phrase qu'on dit, ils avancent ou ils reculent. Donc c'est j'ai déjà changé d'itinéraire pour rentrer chez moi le soir
pour passer par des rues éclairées. Tu vois, j'ai déjà changé de tenue juste avant de sortir le soir. Bon, bref, il y a plein de choses. Il y a des choses sur le sexisme, il y a aussi des choses sur le racisme, l'homophobie, sur plein de discriminations possibles. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il y a un gap. Bon, il y a souvent essentiellement un gap fille-garçon, mais il peut y avoir d'autres. Et de voir un peu cette prise de conscience, ça, je trouve ça beau parce que souvent, les filles sont très peu étonnées de voir le gap. Et souvent, c'est de voir dans le regard des garçons de « Ah ouais, j'avais pas capté, en fait. » Et tu te dis, c'est beau parce que on va pas tout résoudre là maintenant, hein. Mais juste si on a pu allumer une petite étincelle de prise de conscience, c'est déjà énorme, quoi. Ça peut déjà être le début de beaucoup de choses. C'est toujours la première étape pour moi, la prise de conscience. Après le reste, oui, c'est ça. À travailler, mais c'est ça. Tu plantes des petites graines et après tu les laisses. Et ce qui m'a amusé dans le podcast d'écouter, c'est d'entendre à chaque fois en fait à quel point les hommes ont du mal à déposer les choses. C'est limite, c'est à chaque fois sur le gong que ça sort. Tu vois, la vraie problématique ou le truc, et il y a vraiment une espèce de retenue j'aurais plus de honte même, j'entends, à travers ça, de partager, justement d'aller sur ces thématiques. T'as quand même des hommes des fois qui ont abordé cet aspect plus facilement, ou vraiment c'est vraiment systémique et... Non, il y en a, je sais pas, par exemple typiquement pour les troubles de l'érection. Il y en a, ça fait des années, qui ont leur traitement, on en parle, oui, là, mettez-moi une boîte de plus, et bref, il y a des fois où ça peut être léger, ça peut être cool, et tant mieux, parce que c'est quand même, le but c'est pas que ce soit lourd à chaque fois, donc, il y en a pour qui ça peut être léger, mais oui, il y en a pour qui ça peut être, là, typiquement, j'enregistrais hier un épisode sur des troubles de la libido chez un homme, et en fait, qui cachait une dépression, et ouais, c'était tout un cheminement de le faire arriver au prendre la mesure de, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est une dépression. Et qu'en fin de consulte, il pleure. Alors, c'est pas mon objectif de consultation, hein, que les gens pleurent, mais j'avoue que quand quelqu'un pleure, c'est quand même qu'il s'est passé un truc. Il y a quelque chose qui est libéré. Hein. Exactement. Et de voir aussi un mec s'autoriser à pleurer, et souvent, il s'excuse 10 fois de pleurer, etc. Ils disent qu'ils ont jamais pleuré devant personne, sous-entendu, ça reste bien entre vous et moi, parce que vraiment, je pleure pas. Je suis quelqu'un ça ne s'écoule pas de mes yeux habituellement. Ça se passe jamais comme ça, non. Ça se passe jamais comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Et de leur dire, souvent ça les fait pleurer encore plus quand je leur dis, merci de votre, c'est ok, merci de votre confiance, c'est hyper courageux de pleurer, de vous connecter à vos émotions, c'est beau. Et souvent ils pleurent encore plus parce que je pense qu'ils s'autorisent à ouvrir un truc qu'ils avaient pas encore ouvert, mais ouais, c'est encore bien ancré le côté c'est faible de se laisser aller à s'écouter. Tu sais, genre cette fameuse phrase, faut pas s'écouter. Si, en fait, faut s'écouter. Il faut se connecter à ses émotions. Il faut dire quand ça va pas. C'est ok. On a le droit de se plaindre. On a le droit de dire que ça va pas. On n'est pas chiant. On n'est pas faible. On n'est pas. Et ça, c'est encore même pour les couples où des fois, tu lances des. T'accueilles des couples? Ouais, des couples. Ouais. Et alors ça peut être sur les problèmes de santé sexuelle, mais ça peut être aussi des problèmes de couple où toi mon objectif de vie, j'ai l'impression que c'est un peu d'envoyer pas tout le monde chez le psychologue, mais presque, parce que je pense que le monde irait vraiment mieux si un maximum de gens allaient chez le psychologue. Et des fois, pour les couples, tu dis il y a des thérapeutes de couple, etc. Et des fois, le mec il sous-entend un peu en gros, madame, elle ira. J'étais là. Alors, ça peut être une étape, effectivement, mais vraiment l'idée. C'est ouf comme c'est ancré encore. Mais ça bouge quand même. Oui, ça bouge. Ça bouge. Mais de redire, en fait, non, elle va pas aller avec la petite charge, voir toute seule la thérapeute. Non, ça va être un truc qui va se faire ensemble. Et bon, sans forcer, s'il n'a pas envie, personne ne va forcer que ce soit aller voir le thérapeute. Mais j'ai de plus en plus de mecs quand même qui vont voir les psys. Et je trouve ça cool, tu vois. Et il y en a aussi qui me le disent pas, et ça c'est rigolo. C'est la femme qui me dit, vous avez parlé à mon mari la dernière fois, il a été voir la psychologue. Il vous le dira pas, mais je vous le dis. C'était là, trop marrant quand même. Il y a encore une histoire
de vulnérabilité. Ouais. C'est un endroit, c'est aller voir, ça change, comme tu dis, ça change, mais il y a encore un côté très, c'est associé à de la faiblesse, donc de la vulnérabilité, et donc ça vient toucher l'identité de l'homme. C'est pour les fous, ou vraiment pour les cas, vraiment des gens qui vont extrêmement mal. Alors que moi je dis c'est un peu comme un massage du cerveau, tu vois, c'est tu t'accordes un moment où tu te fais du bien et potentiellement tu fais du bien aux autres en... Ouais, puis comme t'évoques dans tes consultations, à certains moments, certains patients, qui s'autorisent à juste libérer la parole. Et moi, je sais ce que dans les cercles d'hommes, dans les cercles de parole, mixtes même, c'est ce qui est l'enjeu, en fait. Juste de sortir ce qu'on a sur le cœur, dans un coin, qui reste là et qui nous grignote, en fait, petit à petit. Là, de venir le déposer, rien que ça, des fois, ça suffit, en fait. Et d'avoir une écoute, comme tu dis. Comment tu l'installes, ce climat de confiance avec tes patients? Bon, après, je pense que ça se fait aussi avec le temps. Mais après, même des fois, dès la première consultation. Alors après, des fois, ça matche pas, enfin, des fois, tu te l'expliques pas, hein, mais des fois, il y a des relations qui sont plus compliquées que d'autres. Mais après, souvent, c'est juste de faire des blancs, laisser l'autre parler de sujets, deep comme les violences, les choses comme ça, ou je sais pas, pareil, je pose des questions sur la consommation de drogue, etc. à la première consultation, enfin, et d'en parler comme si je parle de n'importe quel sujet, enfin, tu vois, c'est pas en mode attention, nous avons parlé, enfin, et du coup, je pense qu'aussi de dédiaboliser, d'en parler simplement et faire tabou, quoi. Ouais, sans tabou, ça, j'ai l'impression. Après, j'ai lu un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Consolation de Christophe André, tu sais, qui fait pas mal sur la méditation, qui est psychiatre, et qui explique un peu qu'est-ce que c'est de consoler, être consolé, etc. Et ça m'a aidé aussi à mettre c'est une patiente qui me l'avait conseillé. Moi, j'aime beaucoup lire, mais du coup, des fois, les patients aussi me font des recos et je lis, ça m'aide. Et ça m'a aidé à conscientiser c'est quoi consoler et comment je le mets en place dans ma pratique. Et les gens qui sont pas prêts à être consolés, les gens qui veulent être consolés trop vite, mais ça fonctionne pas non plus. Et bref, et des fois, ça peut être le contact physique, même si c'est juste, je me rends compte, juste moi mettre la main sur le bras ou sur l'épaule de quelqu'un. Ça peut être fort. Ouais, ça peut être hyper fort, si c'est le bon moment, le bon, enfin, tu vois, c'est... Parce qu'au début, je me l'autorisais pas trop, tu vois, je me disais, tu serres la main, mais sinon tu touches pas tes patients, c'est... Et maintenant, des fois, un peu sur la poignée de porte à la fin, tu vois, ou juste une main sur l'épaule pour dire, vous avez été forte, ou des choses, tu sens que ça peut, si c'est dit avec sincérité au bon moment, ça peut vraiment être puissant, quoi. Ouais. Mais j'entends vraiment de ramener de l'humain et de la proximité, de l'intimité avec des patients, là où comme beaucoup de choses dans notre société, on est tombé dans de la consommation et il faut que ça se fasse très rapidement et on en oublie la relation. Finalement, c'est à travers tout aussi tout ce que j'entends, tu remets de la relation, quoi, tu remets du lien. Ouais, c'est ça qui fait que notre métier est beau, quoi. Sinon juste on résout des problèmes, on prescrit des examens, machin. Enfin, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, puis tu vas voir aussi ce qui potentiellement des fois peut être la cause de tout ça. J'entends, et pas forcément rester bloqué sur le symptôme. J'entends cet homme qui a des soucis d'érection, ou je ne sais. Le trouble de la libido, voilà, et parce que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est une dépression, quoi. C'est ça. Mais il y en a plusieurs comme ça où je leur dis, là, moi je peux traiter les conséquences, hein, mais c'est vraiment clairement mettre sous le tapis. Un jour, il va falloir qu'on s'occupe de la cause. J'entends que vous soyez pas prêts aujourd'hui, mais sachez que, ayez conscience de ce tapis. Et un jour, on va s'en occuper quand même. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les parents, père-fils ou père-enfant, c'est vrai que je le vois aussi des fois en consultation, où des fois peut-être tu vaccines les enfants, et il y en a plus beaucoup, franchement, mais il y en a encore de temps en temps. Le fameux, ça va, pleure pas, tu vas pas pleurer, tu vois. Ou pareil, maintenant je m'autorise vraiment à dire, au soir je m'adresse à l'enfant, je m'adresse pas directement au papa pour pas, même s'il peut y avoir des mamans aussi qui peuvent le dire, mais pour pas être dans la confrontation, parce que le but c'est pas à aucun moment d'être dans la confrontation, mais de dire à l'enfant, t'as le droit de pleurer, t'es courageux, c'est pas rien ce qui vient de se passer, hein, je te fais une piqûre,
tu peux pleurer, c'est super, tu sais, je vais te dire en secret. Moi aussi, des fois, je pleure. Et tu sais qu'ici, il y a aussi des adultes, et puis il y a même des papas qui pleurent dans le cabinet. Toi, je glisse ça, puis après, on enchaîne la consulte, et souvent, après, derrière, le parent, il dit trop rien, ou alors il dit, oui, c'est vrai que, enfin bon, et je change de sujet, parce que le but, c'est pas de dire, j'ai raison, j'ai machin, tu vois, j'ai glissé ça, l'enfant a entendu, de la part d'un médecin, que c'est ok de pleurer. Il me dit, bon, ça a été mis quelque part. Ça peut être une petite graine aussi c'est des choses qui, j'imagine, peuvent aller interpeller, tiens, dire, ah, tiens, en fait, il y a quelqu'un qui l'autorise. C'est ça. Et justement, le papa, là, qui était venu avec ses troubles de la libido et sa dépression, il a un fils, jeune, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait dit à son fils, parce que voilà, il va pas bien depuis un moment, et donc je lui disais, qu'est-ce que vous lui avez dit, quoi. Et oui, il a, je sais plus, 5-6 ans, son fils. Il m'a dit, rien, devant mon fils, je fais comme si tout va bien, je veux le protéger, donc toujours avec une bonne intention, je veux pas lui rajouter ça, etc. Et du coup, je l'ai un peu questionné sur le fait que, vous savez, votre fils, il est pas idiot, quoi, il a bien senti que ça allait pas, quoi, donc est-ce qu'on pourrait pas mettre des mots dessus, vu que c'est là, et juste lui dire un truc hyper simple à votre fils, genre, en ce moment, papa, il va pas bien, et c'est pas de ta faute. Parce que souvent, les enfants, en fait, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est que c'est pas de leur faute. Comme la charge. Voilà, exactement. Papa, il va pas bien, c'est pas de ta faute. Et puis next, quoi. Et je sentais que ça l'a vachement, et du coup, c'était hyper mignon, parce que plusieurs consultations après, en toute fin de consultation, vraiment le moment où il allait partir, quand il m'a dit, oui, et je l'ai dit à mon fils. Tu sais, genre, je vous le glisse et je me casse. Mais moi, j'en aurais pas reparlé, tu vois, ça lui appartenait, mais c'était trop mignon, je balance l'info et je claque la phrase. Je vois trop. Ah, au fait. C'est ça. Mais c'était trop mignon. Et ouais, j'imagine. Tu parlais des couples tout à l'heure, du coup. Je suis curieux dans des consultations aussi courtes, t'arrives à est-ce qu'il y a je sais pas, qu'il y a un échange ou une prise de conscience d'un côté ou de l'autre dans ce qui se joue aussi dans la relation? Je l'ai pas fait beaucoup, parce que les couples, clairement, je les oriente au sexothérapeute qui, lui ou elle, aura 1 heure, vraiment beaucoup plus de temps. Moi, souvent, effectivement, en un quart d'heure, souvent ça dépasse. C'est juste, déjà, souvent je valorise le fait que c'est super qu'ils soient venus me voir pour ça, qu'effectivement on va pas résoudre maintenant leurs problèmes, parce que t'as aussi beaucoup des fois de problèmes de communication, des fois ça peut être des écarts de libido, ça peut être des envies de pratiques différentes, et du coup ils sont pas du tout raccords sur leur pratique, des choses comme ça. Et souvent, en fait, moi je suis pas là pour donner des tips là-dessus, je suis plutôt là pour valoriser le fait que c'est super qu'ils aient pu communiquer, qu'ils fassent la démarche, qu'ils sont ok pour que ça aille vers du mieux, et que ça tombe bien, parce que j'ai des super personnes à qui orienter, et du coup, donc on en parle quand même un petit peu, mais je veux pas aller trop profondément, parce que je sais que derrière ça va plutôt être avec une sexothérapeute que ça va se faire, quoi. Mais et je suis curieux, du coup, quand tu parles d'un sexothérapeute ou d'un sexologue, comment les gens accueillent? Est-ce qu'ils sont en mode ok, ou est-ce que ça existe? Après, souvent, la plupart, il y en a pas mal qui font des thérapies, il y a des sexothérapeutes qui font des thérapies de couple. Donc après, si jamais tu veux pas dire le mot sexothérapeute, tu peux dire thérapeute de couple, si tu sens que les gens sont pas, sont moins prêts. Mais après, souvent, quand ils viennent avec ces problématiques-là, je pense que, ils sont quand même un peu prêts à entendre ça. Après, moi, souvent, je dis que je connais quelqu'un qui est super, tu vois, je valorise aussi, la personne qui vont aller voir, etc. Et, bon, après, non, j'étais curieux. Je sais que moi, je sais pas, si on m'avait dit il y a 20 ans que je fais avec mon ex dans un cabinet, et que d'un coup on va voir un sexothérapeute. Ouais. Ah bon, c'est quoi ça existe, tu vois. Donc, après là, les couples que j'ai en tête, c'était des couples plus âgés qui avaient plutôt la cinquantaine, et ouais, au début, ils pensaient que ça allait être moi qui allais un peu résoudre le problème et les voir plusieurs fois. Et du coup, j'ai dit, ça reste de la thérapie quand même. Et je préfère qu'à m'orienter. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui est super, qui fera ça très bien. Et ouais, je comprends l'idée. Moi, j'ai pas perçu en tout cas que c'était choquant pour eux. C'était... Ouais. Non, mais c'est une bonne chose. Tu vois, je me ferai la réflexion. De voir, tu vois, il y a des compétences, des métiers des fois que
peuvent être inconnus et c'est dommage, tu vois, comme les thérapeutes de couple et comment toi, ton métier, tous ces podcasts, ces rencontres, ça a influé sur ta vie à toi, relationnelle, intime? Non, mais c'est vrai que maintenant je suis tellement contente. J'ai commencé en premier enregistrement, c'était en janvier 2024. J'ai enregistré le jour de mes 36 ans, mon premier épisode, et je m'étais promis de faire 36 épisodes. Tu vois, c'était un peu... Minimum ou... Minimum. Ouais. Minimum. Ouais, parce que tu sais, t'as toujours le truc où tu te dis, je commence, mais en fait, finalement, si j'ai pas trop d'écoute, ça va me démotiver, je vais arrêter. Là, je m'étais dit, au moins, je me suis fait une promesse moi-même, je vais au bout de ça. Et je suis trop contente de me l'être dit, comme ça, je me suis pas posé la question de, est-ce que j'arrête, je diminue, Objectif. Je suis lancée. Et en fait, c'est trop bien parce qu'effectivement, j'ai eu des retours hyper chouettes, que ce soit d'amis, de gens que je connais pas, de patients. Ça m'a permis d'intervenir aussi des fois dans des petits ateliers ou notamment avec EMEAC. Bon, c'est une association montée par des kinés qui font de la rééducation périnéale. Bref, du coup, des fois je suis sollicitée pour des petits ateliers à droite à gauche et ça c'est trop bien parce que moi j'aime beaucoup aussi parler en public et raconter ça, donc ça m'a ouvert des portes là-dessus. Là je commence les interviews, donc les interviews aussi ça me fait rencontrer des gens hyper comme toi tu le fais aussi, hein, mais voilà, des gens divers, variés, donc ça c'est super intéressant. Et je pense même, j'en parle un moment dans le podcast, mais moi c'est aussi presque thérapeutique des fois de prendre des bouts de ma vie pro perso. C'est ça qui m'intéresse. Non mais oui, non mais parce que c'est vrai que c'est pas rien ce qu'on vit dans nos consultations. Et moi j'adore écrire, donc pour moi je digresse vachement, désolée, mais j'avais lu Libérer votre créativité, je sais pas si tu vois ce livre. Je l'ai déjà lu quelque part. Bon, et dans ce qu'elle préconise comme exercice, un peu comme routine matinale. Après, c'est des journal créatif, non? Ouais, c'est d'écrire tous les matins 3 pages. Donc tous les matins, j'écris mes 3 pages du matin, avec des questions aussi autour de quoi je suis reconnaissante, un moment important qui s'est passé hier, une tâche importante à faire aujourd'hui, comment je me sens. Enfin bref, le but c'est de se recentrer un peu et ça fait trop du bien, et c'est vraiment, je sens que ça me fait énormément de bien ne serait-ce que pour soit processer le passé, soit être plus apaisé sur la suite qui arrive, et aussi accessoirement être là maintenant. Et donc j'aime beaucoup écrire, et c'est vrai que les podcasts ça me permet aussi de prendre des choses qui se sont passées dans ma vie pro ou perso et de les mettre sur le papier et de partager les émotions que j'ai pu vivre, et je pense que c'est une forme de thérapie indirecte aussi, je fais circuler ce qui s'est passé aussi pour moi, et moi ça me fait du bien, égoïstement aussi, ça me fait beaucoup de bien. Tu prends ton petit moi ça m'étonne pas, hein, à travers ce podcast j'ai appris beaucoup sur moi aussi, et je suis même parfois très étonné en fait de m'apercevoir que indirectement des fois je choisis mes invités, ou à ce moment-là il y a pas moins une interview qui vient faire résonance avec ce que je traverse, ou qui vous mène à traverser quelque chose. Donc il y a aussi j'ai une amie qui parlait de soins, que ces podcasts étaient un peu un soin, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu vois, ça vient de mettre un peu de lumière sur des choses, vient faire des résonances. Pour moi c'est un peu comme un cercle de parole, tu vois, quand on s'autorise finalement, c'est toujours cette notion d'autoriser, s'autorise à parler d'une thématique ou quelque chose qu'on a traversé, etc. C'est là où ça vient toucher, et ça permet aux autres aussi de regarder ça, quoi, ou de le laisser dire tiens, moi aussi. Et ça fait du bien en fait de l'entendre de la part d'un ou d'une autre, quoi. Donc et avec tout ce qu'on se dit en échange, il y a quelque chose qui m'est venu, mais finalement, même si il y a une dimension, une physique, et notamment anatomique, comme tu parlais tout à l'heure du clitoris, de connaître son corps, finalement j'ai l'impression qu'il y a une grande dimension santé mentale dans la santé sexuelle, en fait. Complètement. Oui, c'est vachement lié, quoi. Parce que ce qui est sûr, c'est que si t'as vécu des violences, des traumas, il y a très souvent des répercussions sur ta vie sexuelle actuelle.
La dépression, voilà, ça cause les troubles de la libido. L'addiction porno, ça reste une addiction qui est traitée aussi par les psychiatres, etc. Enfin, il y a plein de versants où effectivement c'est hyper lié. C'est hyper lié. Donc et ça c'est aussi un sujet hyper tabou. Donc ouais. Là, tu parles d'addiction et pour moi, les addictions, notamment chez les hommes, elles viennent de ce fait justement de pas aller regarder ce qui se passe en dessous, d'être en contact avec son monde émotionnel et donc du coup d'aller chercher des palliatifs, que ça soit la drogue, l'alcool, le porno. Ouais, toi, le fait de mettre un peu de la lumière sur tout ça, comment peut-être ça a changé aussi ton rapport aux hommes ou à voir tous ces problématiques, le fait de ton métier et de ton podcast, ton rapport aux masculinités, genre, peut-être dire. Je réfléchis. Par rapport aux addictions, tu veux dire? Donc, je suis parti des addictions pour. Non, je suis curieux de voir comment toi, ton regard, il a possiblement changé vis-à-vis des masculinités, en fait. Sur ce que après peut-être on pourra parler de la danse, mais sinon dans mes constations, j'ai l'impression que maintenant j'ai un peu un radar à un moment de vulnérabilité. Ouais, c'est possible ça. Parce que c'est des moments trop beaux où je me dis j'ai tellement de chance de vivre ça. Et là, je pense à un patient de la soixantaine qui a une addiction à l'alcool et qui était venu pour ça me voir en disant que c'est son fils qui l'avait fait remarquer et que ça l'avait vachement bousculé, vexé, etc. Mais il a dit ouais, mon fils il a raison et je viens vous voir parce que je veux montrer à mon fils que en fait son père c'est pas ça quoi. Et enfin c'est des moments trop beaux quoi où tu te dis c'est beau quand tu mets ton ego de côté et que tu dis en fait ouais si ça m'a bousculé, ça m'a chamboulé, c'est que il se passe quelque chose. Ouais. Donc ouais, je pense que ça m'a peut-être rendu plus comment dire plus douce ou plus j'ai envie de dire tolérante mais c'est peut-être pas le bon mot envers les hommes où tu sais où des fois tu disais mais enfin des fois j'avais un peu une incompréhension de ouais pourquoi ils s'ouvrent pas plus etc et d'essayer de voir à quel point pour certains ça leur coûte tellement de s'ouvrir ne serait-ce que un tout petit peu et je pense que ça a fait un peu de prise de conscience que déjà s'ouvrir un tout petit peu c'est déjà une montagne et c'est déjà je pense que ça m'a fait prendre un peu conscience de ça. Je pense pas que j'étais dure avec les hommes avant, c'est pas ça que je dis, mais ça a rajouté de la douceur et ouais. Ouais, j'entends de la douceur. Je peux imaginer, oui, quand tu vois les ados ou les hommes, là, je pense à l'homme de 40 ans là qui se remet en question après une histoire de 30 ans, je trouve ça beau et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ce côté-là, de l'ordre de libérer la parole, que ça permet en fait que tout le monde fasse un peu la paix entre guillemets. Et ouais, tu parlais de danse. Oui, non, c'est parce que non mais hier j'étais en voiture, dans ma voiture et du coup mon cerveau divaguait et je pensais aux masculinités etc. Et il y a pas longtemps je me suis mise à la bachata et donc une danse qui se danse à deux et latine. Voilà, très chouette, franchement super chouette. Et on change de partenaire hyper souvent en fait dans un cours et je me suis vraiment rendu compte que c'était assez fréquent que dès que je me retrouve face à un partenaire, c'est fréquent que la personne me dise bon cette passe là je la maîtrise pas trop, bon on va faire je fais au mieux, enfin en gros le mec est déjà en train de se justifier de pourquoi c'est nul. Enfin pourquoi ça va être nul alors que ça n'a pas encore commencé quoi. Et moi, à chaque fois, je faisais que leur dire, alors vraiment, moi, je suis là pour passer un bon moment. Enfin, j'ai aucune attente, tout va bien, quoi. Et je me suis dit, mais les pauvres, enfin, tu sais, les pauvres, mais tellement de pression sur, parce que bah oui, c'est eux qui mènent. Et du coup, mais bon, il n'empêche que la danse, c'est un acte partagé, tu vois, c'est pas. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et du coup, maintenant, j'ai plus de douceur envers eux, je pense.
Et aussi, ça m'a fait prendre conscience, là, c'est moi avec moi, où tu peux aussi être une fille et mener. Enfin, même si ça reste quand même très genré, c'est danse latine, mais ça arrive parce que finalement, en plus, souvent, on est plus de filles que de garçons, donc ça arrange tout le monde qu'il y ait des filles qui mènent. Et donc, moi, je fais un travail sur moi aussi où je suis très autonome, indépendante, etc. Et je sais que j'ai une part de masculin en moi qui est assez grand. Je suis beaucoup dans l'action, dans le faire, le machin. Déjà, de prendre conscience de ça, déjà, c'est c'est beaucoup. Et j'ai vachement évolué là-dessus, où avant, j'étais un peu en mode, bah oui, bah je suis comme ça. Enfin, c'est comme ça. Personne m'aimera en l'état, ou sinon next, quoi. Donc j'ai un peu plus là-dessus en mode alors est-ce qu'en termes de remise en question, là aussi t'as ramené un peu de douceur. Là aussi j'ai ramené un peu de douceur. Est-ce qu'en termes de remise en question, ça peut bouger un peu, et en fait de me dire bah non, mais en fait si jamais cette part-là de moi, je lui fais juste prendre un peu moins de place, ça veut pas dire que je me renie ou que je efface quoi que ce soit, tu vois. Donc j'ai aussi un peu conscientisé ça, et grâce à la danse notamment, parce que du coup tu sais, quand t'apprends un peu des chorés, enfin en tout cas quand t'es en cours, les passes. Et du coup, je savais l'enchaînement du truc. Et normalement, le mec te fait, je sais pas, tel signe avec le bras gauche, etc. pour, tu vois. Et moi, j'étais dans l'anticipation. Je vois bien. Tu vois bien? J'étais dans l'anticipation de tout, mais pas en me disant, il sait pas faire. Juste en me disant, bah, comme je sais, gagnons du temps, ce sera plus fluide. Et peut-être même enlevant lui un peu de pression, tu vois. Mais ça, c'est complètement contre-productif, évidemment. Et il y a un mec trop mignon qui à la fin de la danse me dit, me fait remarquer du coup que j'anticipe. Et moi je lui dis, bah oui, mais enfin comme je sais, enfin tu vois, c'est pour faire avancer tout le monde, quoi. Et il m'a dit, mais c'était trop mignon. Il m'a dit, bah mais dans ce cas-là, moi je sers plus à rien, quoi. Et moi j'étais vraiment en mode, ah putain. Et c'était très juste en fait. Et du coup ça m'a vachement fait processer le fait que, mais oui, mais en fait soit tu veux être leader. Dans ce cas-là. Sois leader. Sois leader. Soit tu suis et tu suis et tu arrêtes de, bref. Du coup, ça a vachement, tu vois, dans le masculin et le féminin, ça m'a vachement fait avancer aussi. Bien, merci pour ce partage. ça fait bien écho, parce que moi aussi, je fais une danse qui s'appelle le West Coast Swing et qui est une danse à deux. Et je vois très bien ce dont tu parles. Déjà sur l'aspect, j'ai toujours dansé, mais cette année je me suis mis vraiment à cette danse à deux, et le premier mois a été super confrontant pour moi, parce que c'était vraiment cette posture de leader, et c'est moi qui emmène, etc. Et je vois très bien le nombre de fois où je me suis excusé de tout un tas de choses, et pourquoi en fait, pourquoi je viendrais m'excuser d'être débutant, de faire des erreurs, et pourtant plein de fois, et même ça arrive encore, hein, mais je me donne plus de douceur aussi de ce côté-là, de me dire bah non, mais c'est pas grave, et en fait rire, et puis même d'en rire des fois, et sur l'autre aspect, tu vois, j'adore comment des fois des pratiques ou des moments de vie, des situations de vie, ou des endroits où tu agis d'une certaine façon peut être un écho à d'autres aspects de ta vie, et notamment l'aspect relationnel. Et moi, j'avoue, dans la danse, j'ai eu la posture de cet homme dont tu parles là, de dire à d'autres moments, là en fait, bah c'est pas ok en fait, parce que en plus dans le West Coast Swing, il y a besoin d'une tension en fait. D'une connexion en fait, qui passe par la tension, la compression. Et si le ou la follower anticipe, il y a plus cette tension, il y a plus cette connexion dans la relation, et donc du coup je peux plus emmener, je peux plus guider, et du coup c'est super intéressant. Je vois vraiment des femmes qui sont dans cette posture des fois d'anticiper, et là de dire bah non en fait, bah déjà en fait du coup il y a plus de connexion, on n'est plus en lien en fait finalement, vu que tu veux driver en fait, tu dis prendre ma place, j'aurais envie de dire, tu vois, c'est très parlant aussi de ce côté-là, et tu me laisses pas ma place, et puis en plus c'est pas là où j'avais envie de t'embarquer en fait, et du coup ça m'a amusé, et merci pour ce témoignage, parce que ça me parle complètement de voir comment, voilà, dans une danse de couple, là, relationnelle, comment ces instants peuvent être parlants, et reflètent à mon avis, parce que je le vois dans l'énergie des personnes à chaque fois, reflète sûrement quelque chose du relationnel, même dans la vie de tous les jours, quoi. Donc Mais j'en parlais avec des copines après de ça,
Et j'ai des copines qui me disent que c'est très compliqué pour elles d'être menées, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de lâcher prise aussi, etc. Donc, mais justement, je me dis, moi, ça me travaille mon lâcher prise. Et comme je te disais, là, donc, je fais ma valise, je pars à Toulouse, j'ai un week-end de danse, qui est une autre danse, c'est la danse fusion, où là, pour le coup, c'est aussi, beaucoup de lâcher prise, parce que c'est un peu comme des micro-mouvements où tu suis l'autre, etc. C'est très beau. Et normalement, la personne qui suit a les yeux fermés pour, vraiment être un maximum connecté à ses sensations. Et la première fois que j'ai vu cette danse fusion, il y avait aussi, enfin, là, pour le coup, c'est deux personnes qui s'appellent fille-garçon, garçon-fille, fille-fille, etc. Bon, bref, t'as compris toutes les possibilités. Et je crois que c'était la première fois que je voyais deux mecs danser ensemble sans que ce soit ni drôle, ni sexuel. Cliché, Tu vois, c'était juste beau. Et j'avais trouvé ça hyper émouvant de voir deux mecs danser ensemble de manière fluide, et ouais, c'était trop chouette. Ça me connecte au tango. Moi qui ai eu une petite histoire avec l'Argentine. Le tango, quand il a débarqué dans les barrios d'Argentine, au début il y avait pas de femmes qui pouvaient danser, donc les hommes dansaient entre eux, quoi. Donc c'est et je suis curieux d'un jour de possiblement danser avec un homme West Coast. Ça, je pense que ça peut être chouette. Et là, tu parles de masculin, de féminin. Ouais, je suis curieux. C'est quoi un peu j'entends qu'il y a une prise de conscience à travers cet aspect-là. Et j'aime bien te poser cette question. C'est quoi un peu ta dernière leçon, prise de conscience, et peut-être à travers une consultation, à travers un podcast, un truc qui t'a, ah ouais. Là, ça me parle, ça résonne, ça éclaire quelque chose que je ne savais pas de moi, tu vois, par exemple. Sur le masculin et le féminin, ou non, sur... Pas forcément. Je réfléchis. Dernière prise de conscience. Parce que des beaux moments, j'en ai plein. Mais une prise de conscience précise sur moi. En fait, c'est plus que des fois, je vois des gens qui sont passés par les mêmes chemins de vie que moi. Et notamment, voilà, j'ai divorcé du papa de ma fille. Après ça, c'était très bien passé, etc. Mais tu vois, finalement, ce genre d'étape de vie, je pense que ça a fait aussi que de moi, le fait d'être passé par des étapes pas faciles, je pense que ça a fait de moi aussi, entre guillemets, une meilleure personne et un meilleur médecin. En tout cas, peut-être plus empathique, etc. Et du coup, il y a plusieurs fois aussi où ça me connecte à des gens qui sont en train de vivre des choses, où je sais ce qu'ils sont en train de vivre pour y avoir été, et je sais aussi vers où potentiellement ils vont, et du coup, ça me ramène à des choses que moi j'ai pu vivre, et ça amène aussi beaucoup de douceur aussi sur le fait que je sais que là c'est dur, mais qu'ils vont vers voilà, potentiellement du mieux, etc. Donc c'est plus ça, des prises de conscience de ah ouais, je me souviens, j'allais pas bien comme elle actuellement, donc plus un peu des fois des effets miroirs dans les patients, en fonction de ton chemin de vie, ou des choses comme ça, ouais. Et ça me parle. Sinon, sur le masculin et le féminin, ouais, non, mais je pense que ce que je te disais avant, c'est d'avoir pris conscience que j'avais une part de masculin assez forte, là où jusqu'à il y a encore pas hyper longtemps, je n'avais pas trop conscience. Il y a pas de moment où j'en ai eu conscience, de plutôt me dire ouais, so what. Et après de basculer dans le bon. Figure-toi que tu peux jouer dessus, donc c'est ça qui est cool. Ouais, voilà, sans renier qui tu es, etc. Et donc là, j'essaye. Et en même temps, je veux dire, je me force pas parce que ça me fait très plaisir de mettre peut-être plus de part féminine dans ma vie, par le côté créatif notamment. Voilà, les ateliers d'écriture, le slam. Je me suis mise à jouer du ukulélé, tu vois, depuis l'année dernière, et ça me fait trop plaisir. Et ouais, je pense que c'est chouette aussi de remettre aussi un peu d'artistique et de choses un peu plus posées aussi. Donc ouais, je vois que ça bouge un petit peu. Mais je suis curieux. Tu penses que ce côté peut-être plus masculin présent, il vient d'où? Je pense, parce que du coup, tu te doutes que j'ai réfléchi un peu, un peu dessus. Je pense qu'il y a encore pas longtemps, et j'ai presque honte de le dire, hein, mais je pense que j'ai associé le féminin à quelque chose de l'ordre de la passivité, et voire parfois de la soumission. Donc quelque chose qui donne pas hyper envie, et voilà, par rapport à potentiellement des modèles que j'ai pu avoir, ou des choses que j'ai pu percevoir, ou des choses, et où pour moi c'était un peu la dichotomie de
soit t'es côté masculin et on t'embête pas, tu vois, ça. Et du coup, je pense que j'avais vachement scindé en deux ça. Et j'ai conscientisé ça il y a pas longtemps qu'en fait, j'étais un peu pas en guerre contre mon féminin, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas à vouloir pas lui donner trop de place parce que c'est finalement assez relié à la faiblesse. Voilà. Donc ça c'est pareil, grosse prise de conscience de me dire que non, de où, pourquoi, de où ça vient et quand on comprend un petit peu mieux les choses, de se dire en fait non, c'est hyper beau le féminin sacré et toutes ces choses-là et du coup maintenant je suis beaucoup plus en paix là-dessus et à voir qu'en fait moi j'en ai dans ma vie de tous les jours finalement parce que mon métier c'est d'écouter les gens, donc c'est quand même d'être beaucoup dans l'écoute, dans la réception, etc. Et j'adore, enfin c'est aussi ça fait partie de moi et et de ramener de la douceur et des fois de pas être systématiquement dans l'action mais ça bouge. Ouais, merci pour ce partage. Ouais, de rien. Et, bon, on glisse toujours tout doucement vers la fin de cet échange. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager pour terminer? J'aime bien laisser un espace ouvert, peut-être quelque chose que j'ai pas pensé à te poser comme question ou une réflexion ou un apprentissage. Ouais. Non, moi c'est juste je me remercie d'avoir lancé ce podcast, vraiment ça me fait beaucoup de bien, j'ai l'impression que ça m'ouvre beaucoup de portes derrière alors que si on m'en avait parlé il y a encore 2 ans, ça me paraissait infranchissable. C'était impossible, du coup c'était plutôt de faire passer le message que des fois tout se fait par étapes en fait finalement, et moi j'avais l'impression qu'il fallait que je lance le podcast au moment où j'étais complètement totalement prête pour faire telle audience, tel truc, enfin tu sais, avec tous les trucs qui te bloquent parce que finalement c'est très compliqué, et du coup de dire aux gens des fois de se lancer, de faire petit à petit, et c'est trop beau après quand on voit l'impact, la répercussion qu'on peut avoir chez les gens et les portes qui s'ouvrent derrière, c'est chouette quoi. Oui, de se lancer, d'y aller, voilà. Et que c'est pas besoin d'être parfait ou un minimum parfait pour y aller, et qu'il y a des fois des choses qui se font en route, en chemin. C'est ça. Et justement, moi c'est ce que j'aime des fois dire aujourd'hui, le fait effectivement d'avoir une certaine ouverture, de partir avec quelque chose déjà un minimum de cadre, on va dire, qui permet une sécurité en fait, et d'y aller, et après d'avoir une certaine ouverture, ce qui est très yin-yang pour moi, et du coup ça permet en fait d'ouvrir à d'autres possibilités, et justement des belles possibilités, donc ouais, sympa. Donc voilà, je pense que je finirai là-dessus. Merci. Donc du coup, juste pour les auditeurs qui possiblement aimerait aller t'écouter, même c'est une invitation en fait, j'ai envie de dire, d'aller inviter donc le podcast s'appelle Sex and Roses, et on peut le trouver partout. Oui, sur toutes les plateformes d'écoute, sur Radio Cultura aussi, mais sinon sur toutes les plateformes d'écoute. Un mardi sur 2, il y a un épisode classique où je raconte une consultation, une anecdote, ouais. Voilà, et un autre mardi sur 2, c'est un format interview. Donc en gros tous les mardis il y a un truc. C'est chouette, ça permet aussi. Moi, j'aime bien pour rebondir un tout petit peu, le format 10 minutes est chouette, parce que c'est vrai que ça peut être dans un moment de journée où il y a pas, où j'ai pas forcément beaucoup d'espace. Je me dis tiens, c'est cool, une petite 10-15 minutes pour je sais pas, dans un trajet en transport, tout ça. Je mets les écouteurs là où, même si j'aime beaucoup faire des interviews d'1 heure et quart, 1 heure et demie, je peux comprendre que des fois, il y a pas tout ce temps-là, à part prendre un transport pendant des heures de train ou de voiture, etc. Mais donc j'aime bien ce format, chouette. Et bien, on verra comment tu évolues sur ce chemin. Oui. Ouais, exactement. Et pour l'instant, c'est vrai que ça me convient bien ce format, donc voilà. Eh bien, écoute, et bien, t'as quelque chose en plus à rajouter pour te suivre ou quelque chose? Il y a l'Instagram aussi, c'est Sex and Roses Podcast. Et voilà, il y aura sûrement une pause estivale en juillet-août, je pense, je prendrai les vacances. T'inquiète, moi aussi. Il se passera pas grand-chose. et non, voilà, à voir pour la suite. Je me ferme pas les portes pour d'autres formats peut-être, mais pour l'instant, comme ça me va bien. Yes. Merci Julie. Merci Loïc. Belle journée, belles vacances. Merci, c'est trop bien. Merci. À plus. À plus.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.